Bonjour à tous et merci d'être venus assister à ce talk du coup sur les API iOS ou Linux. Donc c'est un talk qu'on est très content de présenter au Java User Group puisque comme vous le voyez, ça parle uniquement de Java et beaucoup de Java. Alors c'est même un peu vrai ce que je dis, parce qu'il y aura un peu de code Java vers le milieu du talk. On va essayer de respecter un peu l'invitation et respecter un petit peu l'endroit où on est. L'idée de ce talk, c'était un peu de montrer globalement comment marche Linux en dessous quand on ouvre un fichier, quand on ouvre une socket, quand on essaye de manipuler un peu les API à Linux. Pour beaucoup de nous, on est développeurs assez haut niveau, on travaille avec la JVM, on travaille avec des langages comme Go, comme Java, comme .NET, on voit pas forcément ce qui se passe en dessous. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe en dessous et comment ce qui se passe en dessous, ça a évolué au fil des années pour voir jusqu'où on en est aujourd'hui et pour voir du coup les gains de performance un petit peu qu'on a eu au fil des années, ce que ça nous a vraiment apporté concrètement en tant que développeur. Nous, quand on fait du Java, on fait notre new file input stream, files pour un new input stream pour la version un peu plus récente de Java 8 qui date de 10 ans déjà. Mais on va voir que derrière, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que c'est plus vraiment la même manière de faire entre 2006 et 2025, ou même entre 1995 quand est sorti du coup les premières API Linux, et ce qu'on a aujourd'hui. Alors je vais me présenter du coup rapidement. Moi, je m'appelle Jean-Eudes Quignou, donc je suis développeur chez Capto. J'ai bientôt 17 ans d'expérience, donc surtout beaucoup en Java, beaucoup en DevOps, et un petit peu du coup autour de ce qui tourne de Linux. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est autour de Scrum, de l'agilité, des méthodologies agiles en général. Et je vous présente Youssef. Ouais, bah moi c'est Youssef et j'ai beaucoup moins d'années d'expérience que mon ami. Je travaille principalement sur les environnements Java. J'ai fait un peu de langage un peu plus bas niveau au tout début. Et j'avoue qu'en Java, c'est un peu frustrant parce que des fois je comprends pas tout ce qui se passe, ce qui me pousse souvent à aller comprendre et essayer de comprendre du coup comment ça marche et les appels que ça fait derrière, côté kernel, etc. D'où le sujet d'aujourd'hui par exemple. Voilà. Alors très rapidement, le sommaire, on va vous présenter rapidement quelques concepts autour de Linux pour arriver à mieux suivre le reste de la présentation. Et après, on vous présentera les 4 API Linux IO qu'on a envie de vous présenter, donc tout ce qui va être select, pull. Alors après, il y a epool KQ. Epool, c'est la version du coup pour Linux. KQ, pour ceux qui utilisent un Mac, c'est la version pour Mac. Il y a WePool qui existe pour Windows, mais comme personne ne fait de Windows, ben, on n'en parlera pas. Et IO qui est le petit dernier qui est en train d'arriver depuis 2019 et qui promet de beaucoup de choses et qui est un petit peu différent du reste et qu'on vous en présentera sur la fin et on vous montrera également un petit peu comment ça commence à être utilisé dans le monde Java, dans le monde des bases de données en général, et comment c'est un petit peu game changer sur la notion de performance derrière. Et ensuite, ben, on aura la conclusion parce que il faut conclure. Quand on démarre sous Linux, il y a une sorte de maxime qu'on entend beaucoup, que beaucoup de gens ont dû vous répéter, qu'on ne comprend pas forcément, c'est everything is a file. Tout est fichier. Alors cette maxime, elle est un peu fausse, mais elle est un peu vraie également. Et c'est vraiment quand on débute Linux, un truc quand vous regardez l'arborescence Linux, vous allez voir des trucs bizarres. Vous allez voir, bah, il y a des slash home, slash votre login, slash des fichiers normaux, c'est des fichiers totalement réguliers. Il va y avoir slash proc. Et si vous regardez sur votre disque, il n'y a pas de fichier à l'endroit slash proc qui existe en fait. Donc c'est une sorte de pseudo file system. Il va y avoir slash dev, mais slash dev, c'est pareil, ça ne correspond pas à des vrais fichiers sur votre file system. Donc Linux a une manière de représenter les choses sous forme de fichiers, mais qui cache une complexité qui est derrière en fait. Je vous ai fait un exemple tout simple. Alors, quand on veut afficher quelque chose dans la console sous Linux, on fait un cat, le nom du fichier. Alors là, je vous ai fait du coup un strass. Strass, c'est une commande Linux qui permet globalement de voir les appels système qui sont derrière. Donc, j'ai beaucoup simplifié. J'en faisais plus ou moins tout ce qui était le début, le chargement des appels système, etc. Et j'ai essayé les lignes principales. Donc, on remarque la deuxième ligne, c'est la ligne de read. On va lire dans un fichier. La ligne de write, on va écrire dans quelque chose. Là, on veut écrire dans la console. Donc, on voit que la console, c'est pas forcément un fichier. Et après, on va closer plein de trucs. Quand on regarde la première ligne, on voit un open_hat, et l'open_hat, il contient le nom du fichier, et il nous renvoie quelque chose qui est un chiffre, en fait. Ça, sous Linux, ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle un file descriptor. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'interagir avec les API Linux derrière, c'est ce nombre magique. Chaque process sous Linux, quand vous lancez un process, il va avoir une table de mapping qui va faire la correspondance entre sa liste de file descripteurs à lui et une liste de file descripteurs qui aurait côté kernel. Donc typiquement, si j'ouvre deux programmes, je peux avoir deux fois le file descriptor 3 qui peut être mappé vers deux fichiers différents derrière concrètement. Ce qu'on regarde, si on pose un peu également, c'est que du coup, bah, alors, ce truc me renvoie 3. Read et write, ils sont manipulés par 3. Et write, il prend un 1 en paramètre. 1, c'est pas un fichier, c'est également un file descriptor un peu spécial qui va correspondre à la sortie standard sous Linux en fait. On a 0, 1 et 2 qui sont des file descriptors spéciaux qui correspondent à l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur. Ces API read et write, elles manipulent des file descriptors. On voit que les file descriptors, ça peut être deux choses donc très différentes.
un terminal, une console avec des entrées standards et un fichier. Et ça peut être plein de choses derrière. Donc la question qu'on se pose normalement quand on est développeur Java, c'est est-ce que les méthodes read et write, elles implémentent en elles-mêmes la possibilité de faire sur 1 million de concepts différents, des sockets, des timers, des fichiers, des trucs comme ça. Et la réponse, ça serait pas forcément la meilleure idée du siècle. Donc là, je vous ai juste modélisé la plupart du coup des objets Linux qui peuvent être représentés par un file descriptor. On voit que c'est très 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 varié. Donc on a des fichiers virtuels, des sockets, des terminaux. Des timers, c'est des machins géniaux qui peuvent vous dire rappelle-moi dans 5 secondes, rappelle-moi le 1er janvier, etc. Des signaux, c'est des petits machins que vous lancez avec la commande kill qui permettent d'interagir avec le process ou avec un terminal ou de faire des trucs un petit peu fantastiques. Par exemple, le kill-3 permet de faire des thread dumps sous la JVM. Il y a plein de trucs géniaux. Des process, un process, c'est également représenté par un file descriptor. Alors on ne fait pas trop en Java, on travaille plus avec des threads qu'avec des process, mais si par exemple vous voyez votre serveur Apache, quand il va se forker lui-même pour gérer une nouvelle requête, ce subprocess, le process enfant, va être représenté par un file descriptor également, qu'on peut manipuler potentiellement avec read et write, même si ça n'a pas trop d'intérêt dans ce cas-là. Les pipes, c'est pareil, les pipes nommés que vous pouvez créer, je crois que c'est avec mkchmod, mais je dis peut-être une bêtise, là, j'ai plus la commande exacte en tête. C'est également représenté par un file descriptor. Donc tout sur Linux, ou du moins beaucoup d'objets sont représentés par les file descriptors et sont manipulés par les mêmes API en commun. Et pour faire ce petit jeu magnifique, on a ce qu'on appelle sous Linux une Linux Virtual File System, qui permet globalement de faire une sorte d'abstraction, d'avoir une API abstraite, qui permet du coup, en fonction de ces fonctions qui sont read et write, d'avoir une abstraction. Ces fonctions-là, elles n'appellent pas directement des fichiers, des sockets, etc. Elles appellent le Linux Virtual File System, et c'est lui derrière qui va interagir en fonction du file descriptor qu'on lui passe, en fonction de sa table de conversion, parce que lui il va savoir quel file descriptor correspond à quel type d'objet, une socket, un fichier, etc., etc. Il va savoir quels sont les vrais appels système derrière à faire pour interagir du coup avec le fichier, avec la socket, avec la pipe, avec le pipe, avec le FIFO, etc. Si on devait faire une comparaison un peu fausse avec Java, mais qui est un peu vraie quelque part, on peut voir du coup le VFS comme une espèce d'interface magique input stream. Et derrière, en Java, on va avoir un file input stream, un socket input stream ou plein d'autres types d'input stream qui nous permettent de ne pas nous occuper de quel type d'objet on a derrière, mais de lire et d'écrire de la même manière, quel que soit en fait le vrai type d'objet derrière. Donc on a une abstraction. Sous Java, c'est plus ou moins caché derrière l'API de PostStream. Sous Linux, c'est vraiment ce Virtual File System qui va faire cette magie de pouvoir interagir avec tout un paquet d'objets différents de manière extrêmement simple. Et du coup, ce qu'on peut conclure de cette petite intro, c'est que sous Linux, la vraie phrase, en fait, c'est vraiment tout est file descriptor. Quels que soient les objets que vous manipulerez, vous aurez toujours cette notion de FD, de file descriptor, qu'on retrouvera dans la signature de nos API un peu partout. Et je te laisse du coup, Youssef, présenter l'exercice. Avant de vous présenter les API, du coup, qui est le sujet du talk, on a voulu vous présenter un petit exercice sur lequel on va se baser derrière pour dérouler et vous présenter les API, du coup, pull et pull, etc., une par une, et à chaque fois constater qu'est-ce que ça ramène comme facilité et gain de performance et qu'est-ce que derrière ça nous ramène aussi, du coup, en termes d'inconvénients, etc. Ça sera tout simple, un petit serveur qui va écouter des connexions TCP sur lesquelles il y a des clients, du coup, avec un simple NC Netcat qui vont se connecter sur ce serveur et qui vont derrière envoyer du texte et recevoir des réponses du serveur. Un exemple tout simple. Et à la fin, une petite déconnexion. Et on va voir, du coup, comment ça va se marcher dans les Petit détails. disclaimer juste Ouais. avant, on a réfléchi beaucoup au langage dans lequel on avait présenté ça. Alors, on a pensé faire Java avec le Panama et tout ça, mais c'était beaucoup trop compliqué et pas très lisible. Donc, on a essayé un langage qui soit simple pour tout le monde, très lisible, très simple à comprendre et très performant. Donc, évidemment, vous allez voir du Rust, vous avez tous deviné. Donc, Ouais. normalement, il n'y a pas de problème de syntaxe, mais s'il y a un truc que vous voyez trop bizarre, n'hésitez pas à poser une question. Mais Ok, bah, sans trop tarder, je vous montre un peu le code, du coup, qui reprend plus ou moins ce qu'on vient de voir dans le schéma. Là, on a une fonction main qui est le point d'entrée de ce programme-là, qui va juste créer un petit listener sur le port 8000. Et derrière, on va démarrer notre petit serveur sur ce listener-là. Comment ça marche? Bah, ça appelle sur le listener la fonction accept qui est bloquante. Le temps qu'il y a un client qui arrive, du coup, notre programme va être bloqué au niveau de cette ligne-là. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie un petit message pour lui dire bonjour, voilà. Hello from pool server. Bon, c'est pas vraiment pool server, c'est le serveur bloquant. Est-ce que je suis sur le bon fichier? Oui. Et derrière, on va venir lire sur ce. À chaque fois qu'on fait un accept, ben, on récupère un stream qui correspond à la socket sur laquelle écoute le client qui s'est connecté. On lui ouvre le message de bonjour et on
on se met du coup en attente de lecture d'un message que va nous renvoyer ce client-là. Euh, on peut faire une petite démo, comme ça vous allez voir du coup ce que ça fait. Mais avant de passer à la démo, bah, je vais juste vous expliquer ce petit bout de code-là qui correspond plus ou moins au retour qu'on va faire après une lecture. Le premier cas, c'est grosso modo le client s'est déconnecté et on a reçu 0 octet. Quand on reçoit 0 octet de la fonction read, bah, on se dit il n'y a plus rien à lire et on considère que le client s'est déconnecté. Quand on reçoit n byte, ça on considère qu'il y a des choses à lire, on va lire ce que nous a envoyé l'utilisateur et lui faire une petite réponse. Et si jamais il y a une erreur, bah, il y a une erreur du coup avec la connexion qu'a initié cet utilisateur-là et on arrête d'écouter, on passe du coup encore une autre fois à la fonction listen et on attend de nouveaux clients. C'est pas franchement hyper lisible. Vous avez le droit de dire, Voilà, là du coup, je vais, hop, voilà, et sur mon login serveur, je vais le lancer. On voit que le serveur a démarré et il a affiché le message pour dire qu'il a démarré. Et là, je vais essayer de démarrer un petit client sur ce côté-là. Et on voit que voilà, on a reçu un petit message qui nous dit bonjour. Grosso modo, du coup, tu t'es connecté sur les clients. À gauche, on affiche le file descriptor dont il a parlé Jean-Eudes. Et aussi, du coup, une adresse qu'on reçoit quand un client s'est connecté. Là, je peux m'amuser à lui envoyer des messages, lui dire salut, va afficher le message qu'il a reçu, mais me répondre à chaque fois avec le même message. On a mis un message tout con, mais on comprend derrière que voilà, on reçoit des réponses de ces serveurs. Et là, je vais essayer discrètement bah, de me connecter avec un autre client qui essaye de faire la connexion en même temps. On voit qu'il reçoit rien en sortie. Pourquoi? Parce que le serveur, il est en train d'écouter du coup les reads du premier client. Si je reviens sur le code, bah, en fait, il est quelque part là. Il attend que ce client lui envoie des choses et tant que ce client-là n'a pas terminé d'envoyer des choses, bah, en fait, le serveur reste là et il ne pourra pas gérer la nouvelle connexion qui vient d'être initiée. Et là, si je reviens sur mon petit terminal et que je reviens à mon premier client et que je ferme, là, on voit que voilà, il a dit qu'il s'est déconnecté et en même temps, il a accepté du coup la connexion du nouvel utilisateur et voilà, il peut communiquer avec le nouvel utilisateur. Parce qu'on voit comme problématique dans ce genre de fonctionnement, c'est que avec notre petit serveur, ben, on ne peut pas gérer 2 clients en même temps. On aurait pu créer à chaque fois des threads, à chaque fois qu'un client s'est connecté et laisser le thread le gérer. Mais pour un peu avoir plus de challenge, on s'est dit, on n'a qu'un seul thread, on va travailler qu'avec un seul thread. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et bah, quand on voit un peu le bout de code, bah, on peut réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme solution. Puisque là, le problème, c'est que soit on écoute, soit on est en attente de nouveaux clients sur le listen, soit on est en attente de lecture. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Attendre la lecture sur les streams qui sont déjà ouverts et en même temps attendre s'il y a des nouveaux clients qui sont arrivés et le premier événement qui arrive, ben, on le prend en compte et on gère soit les nouveaux clients, soit on voit des choses du coup, soit on lit pardon ce que les clients nous ont envoyé. Et c'est vraiment comme ça que marche la première API qu'on va vous présenter et qui est Pool. Du coup là, je reviens sur la présentation. C'est là, je pense. Voilà. Et du coup, l'API Pool qui a été introduite il y a un bout de temps et qui existe sur tous les systèmes POSIX, donc qu'on a aussi sur Mac, mais aussi sur Linux. Il permet de surveiller plusieurs file descriptors. Donc, par exemple, le listener, c'est un file descriptor, mais aussi les sockets qui ont été initiés avec les clients qui se sont connectés, c'est aussi des file descriptors. Et du coup, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on peut lui donner une liste de file descriptors, comme ce qu'on voit là, par exemple, FD1, FD2, FD3, et attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe sur ces file descriptors. Dans ces file descriptors, il y aura bien sûr le listener, mais aussi du coup les autres clients. C'est vraiment ce que je viens de vous expliquer. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui s'est connecté, ben, on va l'ajouter dans la liste dans notre tableau, notre liste, et on va la renvoyer du coup à chaque fois au kernel et lui dire, voilà, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe sur ces file descriptors-là, du file descriptor 1 jusqu'au file descriptor 4, bah, tu nous notifies. Et tu nous dis, voilà,
Tu nous renvoies grosso modo le stream et là, on va aller voir si c'est un nouveau client, ben, on va le rajouter dans notre liste de clients, lui envoyer le message de bonjour. Si c'est quelqu'un qui nous a envoyé un message, ben, on va lui répondre sur son message et afficher son message, pardon. Faut vraiment le voir comme une appli d'abonnement, en fait. On s'abonne à un certain nombre d'événements et du coup, bah, en fonction de ce qu'on revoit, on réagit à ces événements-là, en fait. Voilà. Et du coup, le code, il correspond à ça. De la même façon, on crée un petit listener. Sur le listener, on dit qu'il n'est pas bloquant, comme ça, les appels qu'on fait sur le listener, ils ne sont pas bloquants, puisque de toute façon, nous, on ne va pas se bloquer sur un listen, on va se bloquer sur une liste de file descriptors qu'on va soumettre à chaque fois à la fonction pull du coup du kernel et qui va écouter tout ce qu'il y a dans ce tableau-là. Dans un premier temps, quand on va démarrer ce serveur, bah, on n'a aucun client, on n'a que le listener qu'on a créé. Et donc, au début, il n'y aura qu'un tableau qui va contenir un seul élément, qui est le listener. Et on va lui dire, voilà, écoute sur ce listener-là, à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui s'est connecté, bah, tu nous envoies un événement. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, bah, on va sortir de ce bout de cette fonction-là qui nous bloque jusqu'à ce qu'il y ait un client qui s'est connecté. Et on va aller voir dans ce tableau-là tous les file descriptors qui ont été, qui a dans le tableau. Dans un premier temps, il n'y en aura qu'un seul. Vu qu'on a soumis qu'au début que le file descriptor qui nous permet d'accepter les nouvelles connexions et on vérifie. Est-ce que le problème de Pool, c'est qu'on va à chaque fois reparcourir tout le tableau qu'on lui a donné. Au début, il n'y a qu'un seul élément, bah, c'est simple, ce sera forcément un nouveau client qui s'est connecté. On va entrer là, on va accepter sa connexion et donc récupérer son file descriptor et le mettre dans notre tableau. Du coup, notre tableau qui contenait au début qu'un seul élément, maintenant il va en contenir deux, le listener, mais aussi du coup la nouvelle socket du nouveau client. Et derrière, bah, on va revenir et reboucler et renvoyer à la fonction pull un tableau avec deux éléments, etc. Et à chaque fois qu'un client, par exemple, nous envoie un élément, par exemple un message, bah, on va pas aller dans le premier match, dans le premier OK, mais pardon, on va pas aller dans le premier if, mais plus dans le deuxième parce que le file descriptor, bah, ça sera pas le file descriptor de notre listener, ce sera du coup un nouveau client, pardon, un client qui existe déjà et qui nous a envoyé un message. Pour faire la petite démo, hop, je vais aller là. Je vais arrêter ce serveur et je vais démarrer. Petit full serveur. Voilà, on a le même message qui s'affiche. Là, je vais essayer de faire la même chose. Voilà, salut. Il arrive bien à afficher le message. Et si je fais pareil du coup de ce côté-là, on voit qu'il réagit au nouveau message aussi. Il a accepté la nouvelle cliente du nouvel utilisateur. Je peux même lui envoyer des messages et du coup, il va me répondre. Ça veut dire que là, on n'a plus le problème de un seul thread peut gérer du coup qu'un seul client à la fois, mais il peut interagir avec plusieurs clients en même temps grâce à Pool qui nous dit à chaque fois, voilà, il y a un élément qui s'est passé, bah regarde dans le tableau que tu m'as donné, cherche dedans, il y a forcément un truc qui s'est passé sur l'un des files descriptors que tu m'as donné. Et là, on commence à voir un peu le problème, puisque avec deux clients, ça marche très bien, mais si on a par exemple 15 000 clients qui sont connectés, bah, il faut aller voir à chaque fois dans les 15 000 files descriptors qu'on a donné à Pool, sur lequel il y a eu des événements et aller les lire. Et à chaque fois, resoumettre cette liste à la fonction pull lors de la prochaine itération. Et donc passer du user space au kernel space à chaque fois, recopier le tableau, aller surveiller le tableau, etc. Du coup, c'est pas fou en termes de performance. Ce qui est très cher, en gros, c'est que dès qu'on envoie un file descriptor au kernel, il doit s'abonner, il crée une sorte d'abonnement à ce file descriptor pour voir les différents événements. Et qu'on en fait un, deux, c'est rapide. Plus on en fait, plus ça devient lent. Et le problème de pull, c'est que du coup, bah, à chaque fois qu'on relance la commande pull, il faut repasser la liste. Il oublie tout ce qu'il avait fait avant et il recommence à tout réinitialiser, en fait. Donc Exactement. si c'est juste pour lire un fichier, c'est facile. Si c'est pour un serveur avec 15 000 sockets, bah, c'est un peu plus cher, on va dire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une autre API plus récente qui s'appelle Epool et qui vient un peu résoudre ce problème de tout renvoyer à chaque fois au kernel pour bah, surveiller et nous dire s'il y a un truc qui s'est passé. Cette fonction, par contre, celle-là, il n'est pas compatible POSIX. On l'a que sur Linux et sur Mac. Du coup, comme l'a dit Jean-Eudes tout à l'heure, bah, on a des solutions équivalentes comme KQ, etc. Celle-là, il est un peu plus différente puisqu'on passe pas des tableaux à notre kernel, mais on lui passe à chaque fois des événements. On lui dit abonne-toi sur ce file descriptor là, et la prochaine fois qu'il y a un nouveau file descriptor,
ou un nouveau client qui s'est connecté, on va pas lui dire abonne-toi sur le premier qu'on t'a donné et le nouveau, on va juste lui dire bah, rajoute le nouveau et lui il se rappelle déjà, il a un état et il se rappelle de tout ce qu'on lui a donné. On voit ça très bien dans cet exemple-là. On voit par exemple que là, il est en train d'écouter, on va dire, sur les 3 files descriptors. Si jamais il y en a un quatrième, on va pas repasser toute la liste. On va lui dire juste add le file descriptor 4, le file descriptor 4, et derrière, il va l'ajouter dans la liste des files descriptors qu'il surveille chez lui. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui s'est passé, bah, il va nous dire, écoute, il s'est passé un événement sur les files descriptor 4 et il va pas nous renvoyer à chaque fois tout le tableau. Et ça, du coup, c'est aussi un point qui est très intéressant et un gain de performance avec ePool, c'est que lui, il nous notifie vraiment que sur les files descriptors sur lesquels il y a eu un événement. Et pareil, pour lui dire arrête d'écouter sur un file descriptor parce que les clients, par exemple, c'est déconnecté, ben, on lui envoie un message comme ce qu'on a fait pour l'ajout, sauf que là, on lui dit bah, arrête d'écouter sur ce file descriptor-là, et lui, du coup, il se désabonne, et derrière, on ne reçoit plus de notifications sur ce file descriptor. Si on regarde un peu du côté code, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir. Hop, on fait de la même façon un petit lesson et derrière on crée notre petite queue si on veut ou notre petit pool et on lui soumet un événement sur lequel on lui dit grosso modo sur le listener, bah tu nous dis à chaque fois qu'il se passe un élément, tu nous notifies. Et derrière, on va hop, venir et attendre qu'il se passe un truc. À chaque fois qu'il y a un client qui vient de se connecter, bah, il nous renvoie tous les files descriptors sur lesquels il y a eu, on va dire, une activité, ou quelqu'un s'est connecté ou quelqu'un nous a envoyé un message, grosso modo, on va les parcourir que ceux sur lesquels il y a eu quelque chose, pas tous ceux qu'on a du coup soumis au kernel, et derrière, on va aller voir, est-ce que le file descriptor sur lequel on a reçu une notification, est-ce que c'est le file descriptor qui correspond au listener, et à ce moment-là, il faut accepter du coup le nouveau client et soumettre un ordre de grosso modo un événement pour lire si jamais il se passe quelque chose sur la socket du nouveau client qui vient de se connecter, puisqu'on l'a pas encore, on l'a pas encore envoyé au kernel. Et si jamais on a reçu de l'information et donc un client qui nous a envoyé un message, ben on vient ici lire le message et l'afficher. Ça s'affiche là. On a caché un peu le code parce que c'est pas forcément quelque chose de très lisible. Et derrière, il va nous afficher le message, et si jamais il se déconnecte, ben, on envoie un événement pour lui dire, grosso modo, bah, tu supprimes ce file descriptor de ta file, et tu ne t'abonnes plus, et tu nous dis plus s'il se passe quelque chose sur ce file descriptor-là. Hop. Là, si j'essaye de faire Comment ça? la même chose, mais avec le serveur, on va pas vraiment voir une grande différence, puisque sur 2 clients, normalement, c'est plus ou moins pareil. Je peux envoyer un message, je peux me déconnecter, et pareil, si je fais hop sur les 2, hop, je sais pas ce que je fais là. C'est là. OK. Bah, pareil, ça marche sur les 2. Je peux envoyer des choses depuis les 2. C'est plus ou moins comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et là, il va nous rester le tout petit dernier, c'est Je là? crois qu'on a un super exemple en Java avant quand même. Oui, tu veux présenter le Comme tu veux. Mais globalement, alors, on est au Paris Jug, on a dit qu'on mettait un peu de Java. Ce qu'on vous a mis là, en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on a du super joli code que vous avez vu en Rust tout à l'heure. Bah, vous avez la version en Java. Je suis désolé, sincèrement, toutes mes excuses. C'est bon, ça va. Alors, tu peux dézoomer un petit peu avec le contrôle moins, parce qu'il y a tout petit truc en bas à regarder, mais globalement, si on regarde, ce qui est important, c'est que Selector, du coup, c'est une API Java générique qui correspond à Pool ou à iPool. Encore un petit peu. Et derrière, bah, du coup, vous reconnaîtrez peut-être les file channels qui sont arrivés avec. Bon, c'est tout. Ouais, encore plus? ouais, non, je vais juste dézoomer pour montrer ça. En gros, que c'est que du coup, en fait, Selector, il allait dire une variable d'environnement qui est Selector Provider qui permet de choisir ou l'implémentation Pool ou l'implémentation iPool, et on peut switcher comme ça entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à utiliser Pool, mais il existe quand même du coup dans la JVM version Linux. Et c'est possible si on a des besoins X ou Y pour des besoins très spécifiques de reconfigurer, de repasser sur Pool à la place d'iPool. Et sinon, bah, c'est l'API Java classique. Alors, on a Selector qui permet de, du coup, de lancer notre gestionnaire d'événements. On écoute sur la socket. On a des file channels qui correspondent plus ou moins aux sockets. On a un byte buffer parce que du coup, on a besoin de communiquer en Java entre la mémoire of heap et la socket pour écrire rapidement. Et globalement, pas grand-chose de spécial non plus. Mais voilà. Par défaut, c'est Weeple, ouais. Alors, sous Linux, hein. Sous Mac, ça va être KQ et sous Windows, ça va être Weeple. Mais oui.
Mais du coup, il y a des abstractions et c'est très facilement configurable, c'est du Java pour le coup. Ça, Ok, ça résume un peu par contre. ouais. Bon, on va passer au tout dernier, qui est très récent par rapport à ce qu'on vient de voir et qui est du coup l'API Iring. Pareil, comme Apple il est disponible que sous Linux, ça a été introduit en 2019 et il y a pas mal de projets qui sont en cours pour essayer du coup de l'intégrer et voir ce que ça pourrait introduire en termes de gain de performance. Son fonctionnement, il est très proche de ce qu'on vient de voir avec Apple dans le sens où on va pas tout renvoyer à chaque fois au kernel, mais cette fois-ci, au lieu d'envoyer à chaque fois un événement pour lui dire écoute, quand il se passe quelque chose sur ce file descriptor et rappelle-moi, et quand il nous rappelle, ben, on refait un read pour lire depuis le kernel, du coup, ce qui est arrivé sur la socket. Là, c'est différent parce qu'on lui dit, bah, regarde, en fait, notifie-nous quand il se passe quelque chose sur ce file descriptor et met directement la data dans ce buffer-là. Et nous, quand on reçoit l'événement, la donnée elle est directement disponible dans le buffer et on ne refait pas un file system pour faire un read et récupérer l'information depuis le kernel. Ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, on a deux, entre guillemets, ce qu'on appelle des rings. URing, c'est un peu pour ça. Donc, un ring submission queue, on va soumettre des événements, soumettre événements d'écoute, soumettre des événements de lecture, etc. Et du coup, cette queue est partagée entre user space et kernel space. Un truc qui est très cher en Linux, c'est de dupliquer la donnée. Du coup, quand on écrit dans un process du user, bah, il va dupliquer la donnée pour écrire dans la mémoire du kernel et que le kernel puisse faire ses actions derrière. Ces deux queues-là sont directement partagées entre les deux. Donc, du coup, le client va écrire sous le head de la submission queue événement de, par exemple, Mm. d'acceptation de socket, événement d'écriture ou autre. Cette queue qui est partagée, elle va être directement lue par le kernel, qui va du coup récupérer l'événement, faire son traitement, et qui va répondre du coup à cet événement dans la completion queue, du coup dans le bas de la completion queue, et ça va être dépilé derrière par le programme utilisateur. Mais du coup, il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle un peu du zéro copie, du coup, pour ceux qui font un peu des traitements de performance, il n'y a pas de duplication de copie entre le user space et le kernel space. C'est une API qui est vraiment nativement faite pour ça. Et un autre avantage, c'est que potentiellement, si on envoie plusieurs événements d'un queue qui sont liés au sein de la submission queue, le kernel va pouvoir les bulker ensemble. C'est un peu comme si sous une base de données, bah, vous ayez des requêtes 50 inserts d'un coup et de faire 50 inserts unitaires et les commuter un par un en fait. Donc il y a des vrais gains de performance grâce à ce mécanisme-là. Et juste petit disclaimer, c'est un truc qui est génial, mais il y a actuellement à peu près 1 à 2 failles de sécurité qui sont remontées par semaine pour le moment. Donc tout le monde utilise, tout le monde le teste partout, mais c'est quelque chose qui est encore, même ça de l'UNICEF, qui est un peu expérimental dans Linux, donc c'est pas forcément tout de suite à activer en prod, à part si vous êtes dans des zones très, très fermées de votre SI, mais voilà, faut faire un petit peu attention avec, quoi. Faut faire gaffe. Je vais te faire exemple. Yes. On peut voir à quoi ça correspond. Tac. Je vais remonter un peu dans le code. On voit qu'on fait un petit lesson, C'était un peu... pareil comme tout à l'heure, et on crée, au lieu de créer notre petit épaule, pardon, ben on crée notre petit ring. Et pareil, du coup, on lui soumet un ordre, on dit grosso modo, quand il arrive quelque chose, bah, tu nous notifies et on se met à attendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Pareil, quand il y a quelque chose qui se passe, il nous envoie pas des événements, il nous envoie ce qu'ils appellent des complétions, du coup, ce qui était à droite sur le schéma d'avant. Et derrière, bah, sur ces complétions, on a des informations telles que par exemple, soit le file descriptor sur lequel il s'est passé quelque chose, heu et aussi, et derrière c'est tout, parce qu'à chaque fois que nous on accepte une nouvelle connexion, ce qu'on fait, c'est qu'on garde chez nous un état dans lequel on dit que tel file descriptor, il correspond à tel buffer. On garde ça en mémoire et à chaque fois qu'il y a des données disponibles sur ce file descriptor, bah, lui, il nous dit juste: «Regarde sur ce file descriptor là, il s'est passé quelque chose» et nous, comme on sait à quel buffer il est mappé en mémoire, ben, on va aller directement choper l'information dans le buffer et la récupérer et l'afficher. Pareil pour écrire, ben, on lui donne un buffer et on lui dit tu écris et quand ça se passe bien, bah, tu nous rappelles et derrière, bah, il nous rappelle en nous disant oui, c'est bien écrit ce que tu m'as donné dans le buffer et nous on dit juste ok, la connexion, l'ordre d'écriture elle a été traité et on se met du coup à attendre de nouveaux événements. Hop, si je vais sur ma petite console, est-ce que je vais réussir? Hop, je vais essayer de démarrer. Le tout petit dernier. Voilà. Hop, on arrive à faire plus ou moins la même chose.
Mais bon, pardon, j'ai un peu changé l'ordre des onglets. On peut envoyer des messages et recevoir comme ce qui s'est passé pour les autres exemples. On voit pas vraiment de différence sur cet exemple-là. Et c'est là, du coup, Jean-Eudes va nous parler de Juste la grosse la différence suite. qu'il y avait avec l'exemple d'avant, c'est que globalement, IO-Ring, c'est vraiment une appli complète qui permet de. Ça n'utilise pas du coup de Virtual File System qu'on a vu au début en fait. C'est complètement une réécriture de toutes les commandes read-write qui sont vraiment réimplémentées de manière différente. Ça n'utilise pas du tout les mécanismes standards qu'on est habitué à voir sur Linux avec l'abstraction qui est le Virtual File System. C'est complètement d'autres choses qu'ils ont vraiment réécrit à zéro. Et ce qui explique que du coup, bah, c'est très très long d'arriver à quelque chose d'extrêmement stable. Ça fait 6 ans que c'est en cours, ça commence à être arrivé on en parlera un peu après dans les pays Java, dans des bases de données, etc. Mais ça reste, Datadog utilise beaucoup, par exemple, enfin, est en train d'expérimenter sur la partie Rust, où ils ont créé Glom.io. T'as pas mal de projets en Rust. Alors moi, je suis beaucoup Rust, mais beaucoup de projets en Rust qui ont également fait comme Tokyo, qui ont également fait des implémentations derrière. Donc c'est un projet qui est très suivi, mais qui reste pas forcément totalement production ready aujourd'hui. Qu'est-ce que l'intégration? J'en parle juste 2 slides après, donc ça arrive. Il y a des trucs, mais pas de souci. Du coup, alors ça, c'est des sites que bon, alors j'ai pas refait moi mes tests de pair, donc je me suis inspiré de trucs existants, c'est juste pour les partager. Donc globalement, là, c'est partager les 3 premières API qu'on a vues, donc ePool, Pool et Select. On va voir qu'avec Pool et Select, on a plus ou moins le même problème, c'est que plus le nombre de file descripteurs avance, enfin augmente, grandit, plus du coup des temps d'enregistrement et de réponse vont être lents. Et ça, c'est normal, ce qu'on a vu avec Pool, on est obligé de se balader avec notre liste de file descripteurs, de l'enregistrer à chaque fois, et ça, c'est très très cher. Epool et KQ qui ont exactement le même principe sont beaucoup plus rapides parce que du coup, on fait juste que ajouter ou supprimer des événements, bah, du coup, il n'y a pas la phase de réenregistrement à chaque fois qui coûte de la performance. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, vraiment, c'est-à-dire que pour lire des fichiers, pour avoir un truc à un ou deux sockets, ben, on se fiche de l'API. Dès qu'on commence à grossir, à avoir de plus en plus de connexions, ben, ça devient très important d'utiliser plutôt Epool ou KQ. Et là, du coup, je te laisse zoomer un petit peu. Globalement, ça, c'est un bench qui a sorti Postgre il y a un peu plus d'1 an. Donc, Postgre commence à avoir une version qui est disponible sur les API asynchrones, donc sur IO-Ring de Linux. Et alors, je vais pas vous le commenter en live, c'est juste qu'on peut voir, du coup, globalement, c'est qu'il y a des gains de performance qui sont assez colossaux entre l'API actuelle, donc ils ont nommé Master, et du coup, les API directes IO-Ring, on peut quasiment diviser les temps par 2, par 3, par 4. Alors, c'est des requêtes simples, ça n'utilise pas des milliards d'index, c'est vraiment fait sur des cas nominaux pour montrer uniquement l'intérêt des IO. Là, ce qu'ils ont fait, c'est pas sur des sockets, d'ailleurs, c'est vraiment sur la lecture des fichiers où du coup, une base de données, ça a plein de fichiers, du coup, ils écoutent et lisent les analyses avec plein de fichiers. Et ce mécanisme-là, on voit qu'il permet de gagner vraiment énormément, énormément en performance. Donc, ce que je disais, c'est que je ne recommande pas forcément à utiliser en prod, parce qu'on a beaucoup de failles de sécurité qui sont remontées, le mécanisme est très compliqué, on a des fois des petites collisions, enfin, c'est assez complexe à mettre au point et à stabiliser, mais c'est un truc qui va bientôt arriver. Et je vais conclure du coup avec la partie question sur la partie Java. Donc du coup, bah, alors évidemment, on peut l'intégrer via Panama, mais c'est un peu de la triche, mais du coup, bah, ça marche pas trop mal. Il y a déjà des livres qui existent et qui ont fait le travail d'intégration, donc on peut utiliser un petit peu. C'est depuis 2-3 ans disponible avec Netty en expérimental et c'est arrivé du coup en plus ou moins intégré officiellement dans Netty, donc avec la version 4.2. Donc ça veut dire globalement que c'est intégré aussi nativement dans Vertex et ça veut dire du coup évidemment qu'on peut l'utiliser avec. Alors Quarkus se met en expérimental, mais du coup, bon, pour des très très bonnes raisons, mais du coup c'est intégré avec Quarkus et du coup avec tous les frameworks qui se basent aujourd'hui sur Netty ou sur Vertex, en fait, on peut l'utiliser, on peut tester si on a des serveurs de production qui tournent sur Linux, bien évidemment. Et du coup, ben, si vous avez. Alors, conclusion, bah, je suis un petit peu en retard, donc pas vraiment de conclusion, mais du coup, l'idée, c'était vraiment de vous présenter ces 4 API, de vous montrer un petit peu comment fonctionne Linux, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous, la manière dont nous on code en Java et comment ça marche derrière. Et voit que c'est pas si magique, c'est pas si compliqué quelque part derrière, il faut juste se creuser un petit peu de temps et observer. Et je trouve que c'est super intéressant à voir. Si un jour vous avez curiosité, vraiment, n'hésitez pas à faire des S-traces sur vos lignes de programme, etc. Vous pouvez rattacher facilement à un process et voir un peu ce qui se passe. C'est vraiment hyper instructif. Il y a des gens qui aiment bien regarder le bytecode de la JVM parce que c'est hyper instructif aussi. Enfin, j'en fais partie aussi. Ça, c'est également hyper instructif de voir un peu comment ce qui se passe en dessous et de comprendre un petit peu pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui est lent, qu'est-ce qui est pas lent, comment optimiser si on a des problématiques de performance. Du coup, donc ça, c'est les slides de la présentation qui est peut-être encore en privé. Il faut mettre le repo en public. Oui, c'est ok. Mais vous pouvez quand même garder le lien. Mais bon, voilà, ça va peut-être pas marcher tout de suite. Et du coup, bah, merci à vous tous d'avoir participé à ce talk et de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je te laisse, Question. Ouais. Et on passe ça au speaker suivant. Ah, Non, il y a de la musique, j'ai pas la tête. Non, je peux pas. hum, c'était plus classe avec.
Qui veut poser une question? Merci pour cette présentation. C'est juste que là, j'arrive sur une page 404. Peut-être que le repository est privé. Pardon, j'ai pas très bien entendu. Peut-être que le repository est privé parce que là, j'ai une Oui, page oui, oui, c'est ce qu'on disait, 404. oui, il faut mettre ce repo en public, c'est ce qu'on disait, ouais, Ok, désolé. Il n'est merci pas beaucoup. encore. Merci. Belle présentation. Sinon, c'est un sujet qui je procrastine depuis 1 ou 2 ans de creuser. Et puis là, vous faites la présentation. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Allez, ouais, une autre question. Merci pour la presse. Du coup, vous disiez c'est Ayoring intégré dans Netty. Ouais. Ils ont fait quelque chose pour la mitigation vis-à-vis des problèmes de sécurité ou... Alors, à ma connaissance, absolument pas. Ok, d'accord. C'est expérimental dans Quarkus, mais Netty, c'est activable au besoin, je présume que c'est pas par défaut. C'est pas par défaut. Non, non, c'est intégré dans le projet Core, mais il faut faire quelque Ok. chose pour activer. C'est pas par défaut. Et aujourd'hui, enfin, ils ont. Ouais, aujourd'hui, c'est là et dispo à C'est titre là de dispo, c'est pour tester parce que Netty, c'est perf quand et même de bench pour tous les une boîte à frameworks. outils pour plein de gens Ouais. derrière qui crée plein de choses autour. Et du coup, c'est intéressant de l'avoir pour créer des choses autour. C'est pas quelque chose qu'on mettra en prod tout de suite. Enfin, à moins de savoir exactement ce qu'on fait, quoi, pour le coup. Mais Ouais. Ok. c'est pas que. C'est vraiment sur les versions les récentes. Enfin, pour le coup, par exemple, Quarkus, la version qui supporte par défaut, par exemple, il faut rajouter des dépendances en plus pour que ça marche. Parce qu'ils sont pas forcément sur la version 4.2, par exemple, de Netty. Je crois qu'il y en a un mois à la quête de Netty, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste très récent, quoi. Ok, top. Expérimental, trou expérimental. Ouais, on est habitué aujourd'hui avec Java avec des features expérimentales aussi. Merci beaucoup. Merci.